Exactement, il y a une plage réservée à ça. À vous la parole, professeur Redouane. Merci, Sim Sharqi, pour cette introduction. Et je suis très content d'être convié à cette manifestation virtuelle. Et je suis aussi très content de revenir aux présentations après une longue trêve. Je suis très content de représenter la Fondation Cheikh Zayed qui m'a introduit rapidement dans leur RCP qui se fait chaque lundi, sauf qu'il y a une trêve depuis le corona, l'arrivée du corona. Donc, et puis, je te remercie personnellement parce que tu as œuvré de façon très, très, très active pour réaliser cette rencontre. Je remercie aussi à travers toi les laboratoires Saint-Pharma et je remercie notre cher ami qui est toujours avec nous et qui partage toujours avec nous son savoir et les résultats de sa pratique quotidienne. Donc, je vais vous partager avec vous ma présentation sur un premier cas. Est-ce que j'ai partagé ou pas encore? Donc, non. Donc, il s'agit d'un patient de 63 ans, retraité, diabétique sous metformine. Sa symptomatologie remonte à 2016 par une dysurie, une icturie 3 fois par nuit, sans hématurie, avec un bon état général. L'examen urologique, notamment le toucher rectal, a mis en évidence une prostate augmentée de taille. Augmentée de taille. Il y a un problème de partage. Merci de repartager l'écran. Il suffit de juste cliquer sur partager et double-clic sur écran. Voilà, c'est bon. Merci. C'est bon? Vous voyez? Donc, je vais revenir parce que je crois que vous n'avez pas. Donc, il s'agit, je vais vous présenter la première observation, le premier cas clinique. On n'imagine pas. Il s'agit d'un patient de 63 ans, retraité, diabétique sous metformine, et sa symptomatologie remonte à 2016 par une dysurie, une icturie, 3 fois par nuit, sans hématurie, avec un bon état général. L'examen urologique, notamment le toucher rectal, a mis en évidence une prostate augmentée de taille, 30 cc à peu près, de consistance ferme du côté droit. Son PSA était de 9,67 nanogrammes par millilitre. C'est une question que je vais poser surtout aux urologues. Quelle est votre conduite à tenir, tout en sachant que les urologues, maintenant, je devine qu'est-ce qu'ils vont choisir. Une biopsie prostatique. Et c'est un traitement par alpha-bloquant et surveillé. Est-ce refaire le PSA parce que le premier PSA, on a toujours envie de ne pas voir le PSA augmenter, donc est-ce que le refaire? Est-ce qu'il faut réaliser le PSA libre et calculer le rapport avant d'amener le malade à la biopsie? Est-ce qu'il faut faire une réserve? Est-ce qu'on a le droit encore, une fois avec une PSA augmentée, un PSA augmenté chez un sujet jeune de 63 ans, de réséquer le patient? Non, juste, c'est de façon anecdotique que je discute avec notamment mes collègues à ce niveau, à ce stade, avec mes collègues urologues. De toute façon, nous avons réalisé une biopsie prostatique, lobe droit, et 6 carottes du côté droit et 6 carottes du côté gauche, et le cancer se localisait au niveau du lobe droit. 2 carottes étaient positives, le score de Gleason était de 7, 4 plus 3. Une carotte médiane et une carotte apicale touchée. Voilà devant vous ici donc les images manifestement en faveur d'un cancer, d'un adénocarcinome prostatique.
Et puis, nous le mettons d'emblée dans un risque intermédiaire, étant donné que le score de Gleason était de 7, quoique le PSA était inférieur à 10. Et puis, au toucher rectal, nous avons déjà constaté que la prostate était indurée d'un côté. Donc, c'était un risque intermédiaire. Évidemment, comme j'ai montré dans la slide précédente, le risque intermédiaire, automatiquement, il faut demander une scintigraphie osseuse et une IRM pelvien. Pourquoi? Parce que le bilan d'extension s'impose. Il doit comporter obligatoirement un examen évaluant le risque d'atteinte ganglionnaire, notamment TDM, abdominopelvienne ou IRM pelvienne. Évaluons le risque d'atteinte osseuse par la scintigraphie osseuse à défaut IRM osseuse, quoique celle-ci est un peu chère, ce qu'on appelle l'IRM corps entier. Et l'IRM, non seulement, il va se focaliser sur le diagnostic de lésions intraprostatiques, mais il va aussi donner des idées très importantes sur le franchissement capsulaire ou sur l'envahissement des vésicules séminales. Et ceci seraient des renseignements très importants pour conduire, qui peuvent même conduire à un changement d'attitude thérapeutique. Chez notre malade, nous avons donc réalisé une IRM prostatique après la biopsie. Le groupe de risque l'impose et qui a mis en évidence, bien sûr, un nodule au segment moyen de la zone périphérique droite de 12 mm dans le signal T2, avec un coefficient de diffusion apparent très bas, mais quand même très suspect, évoquant un foyer néoplasique. La capsule était intacte, les vésicules séminales aussi. Il y avait absence d'adénopathie pelvienne. La scintigraphie ne montrait aucun argument en faveur de localisation osseuse secondaire. Et là, la question là que je pose à tout le monde, aussi bien urologue que cancérologue, quel traitement curatif? Je dis bien curatif parce qu'on est bel et bien devant un cancer localisé. Est-ce la prostatectomie radicale? Est-ce la radiothérapie externe? Est-ce la curithérapie? Ou carrément ne rien réaliser et surveiller le malade? C'est des questions qu'on pose et parce qu'on doit poser des questions. C'est des moyens thérapeutiques, on doit se poser des questions, mais on doit choisir en fonction de ce qu'il dit dans la Bible, dans la littérature. Dans la littérature, va nous répondre à toutes ces questions. Voilà déjà une classification qui n'a pas vieilli et qui ne vieillira jamais et qui est à la base de toutes les discussions dans le cancer prostate. C'est les 3 groupes pronostics de D'Amico. Là, nous, on est dans le risque intermédiaire et quand on compare la prostatectomie radicale, la radiothérapie externe, les implants, la curie avec un traitement hormonal adjuvant, implant tout seul, c'était un travail qui a été publié déjà il y a longtemps, il y a plus de 22 ans, et en 1998, et qui nous a donné déjà une directive ou une feuille de route. Parce que dans le risque intermédiaire, on ne va pas dire que le cancer, il n'y a qu'un seul traitement. Si on suit les courbes, ce qui est en bleu, là, c'est la chirurgie. Ce qui est en vert pointué, c'est la radiothérapie externe. Nettement, là, on est… Les deux se valent, la radiothérapie externe, la chirurgie. Et puis, notre RCP Achir Zayed, lorsqu'on a présenté le malade, on a eu la chance de présenter chaque lundi après-midi dans RCP, qui est devenu maintenant pratiquement un horaire indispensable. Ils nous ont proposé, tout le monde a été à l'unanime en faveur d'une prostatectomie radicale. Nous avons réalisé donc le 22 janvier 2020 une prostatectomie radicale. L'anapath de la pièce opératoire a mis en évidence un adénocarcinome acinaire prostatique, score de Gleason 7, il confirme le Gleason de la biopsie. Localisation intraprostatique unilatérale, effectivement, au niveau du lobe droit. Mais il y a 2 éléments un tout petit peu péjoratifs. On va voir s'ils sont péjoratifs ou pas. Après, à la suite, il y a une présence d'engainement périnerveux. Les vésicules séminales, effectivement, droite et gauche sont indemnes de toute localisation. Il y a absence d'extension extracapsulaire, mais il y a cette présence d'engainement périnerveux. Ça veut dire quoi? Dans le jargon urologique, ça veut dire qu'il y a des petites fenêtres qui peuvent permettre au cancer de sortir. Et puis, il y a une limite chirurgicale en regard du foyer positif, encre, tumeur. Le curage ganglionnaire à droite aussi bien qu'à gauche. À droite, il y avait 8 ganglions, à gauche, 3 ganglions qui ont été vus à l'anapath et qui étaient négatifs. Là, on va revenir. Là, il nous a posé, notre anatomopathologiste, c'est bien un problème
Il nous répondait qu'il y a une marche positive. Il a même remarqué au niveau de la macroscopie. Et puis, il y a une marche positive. Est-ce que c'est une marche positive due au ciseau? Est-ce que c'est une marche positive réellement? Franchement, le scanner, l'IRM, au départ, ne parlait déjà de tumeur intraprostatique. Donc, là, c'est un problème. Pourquoi un problème? Parce que quand on a une marche positive, ça veut dire que le malade, il doit être géré. Comment on va le gérer? Est-ce qu'on va le surveiller par PSA tous les 3 mois? Est-ce qu'on va réaliser une radiothérapie adjuvante? Est-ce qu'on va faire une hormonoradiothérapie de rattrapage si progression biologique? Mais pour répondre et choisir un de ces choix, il faut documenter. Et bien sûr, il faut revenir. Nous avons eu l'ANAPAT, nous attendions que le PSA d'un mois, puis nous devions revenir répondre, rendre compte au RCP pour qu'on puisse décider de façon collégiale. Oui, si on revient à cette marche positive. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Parce que je ne sais pas si vous m'entendez. La prostatectomie totale, tout le monde, tous les urologues savent que la prostatectomie… Si je suis en ligne ou pas? C'est bon, c'est Vous Redouane. me suivez, n'est-ce pas? Ouais, ouais. Très bien. La prostatectomie totale, tous les urologues savent que c'est une technique fiable et qui est reproductible. Quand on fait la prostatectomie, on connaît ses règles et on peut la reproduire tant qu'on veut et même on peut la perfectionner. L'urologue se trouve bien sûr au centre de la balance. Il faut préserver la fonction, la continence, la sexualité, et pour cela, il faut préserver les bandelettes. Et aussi, il faut être carcinologique. Et pour être carcinologique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser de marge positive. C'est une balance qui est dure à équilibrer tout le temps. Il faut faire attention aux deux. Et puis, pour définir la marge, c'est quoi la marge? C'est la présence de tissu cancéreux au contact des limites ancrées de la pièce de prostatectomie. On peut se trouver devant deux situations, soit que le cancer est intracapsulaire, PT2, la section chirurgicale est passée dans la capsule. Sirdouane, Oui. Sirdouane, Oui. si vous permettez, donc, on vous entend très bien. Et donc, il va y avoir des questions en bas que tu vois sur questions-réponses. Oui. Je pense à la fin, tu vas répondre aux questions. Oui, je vais répondre aux questions. Je continue. Tu peux continuer. Il y a deux situations, j'ai dit. La marche positive, si on l'a définie comme présence de tissu cancéreux au contact des limites ancrées de la pièce de prostatectomie, deux situations, soit que le cancer est intracapsulaire et le chirurgien est passé dans la capsule et expose la tumeur, soit que la tumeur est extracapsulaire et la section chirurgicale est passée à distance de la capsule mais expose la tumeur, quoi qu'il est extra. Alors, si on a défini, voilà, on se trouve dans cette situation. Soit qu'on est rentré vers la tumeur, soit que la tumeur est déjà à l'extérieur, on est passé dedans. De toute façon et globalement, la marche positive est corrélée à la présence de tumeurs résiduelles dans environ 50% des cas. Les marches positives, bien sûr, l'unité internationale contre le cancer, il doit la définir, il doit donner un barème, il doit instaurer un barème pour qu'on puisse parler le même langage, parce qu'en le RCP, il y a non seulement les cancérologues, mais il y a aussi les anatomopathologistes. C'est grâce à eux qu'on se met devant nos yeux un stade, un grade et un diagnostic définitif histologique pour pouvoir traiter. Donc, l'unité internationale contre le cancer a mis, quand il y a marche positive, c'est microscopique, c'est R1. Et dans ce R1, où l'anatomopathologiste doit obligatoirement, dans le compte-rendu, mettre le nombre de marches positives, le siège et la longueur de la marche. Quand il s'agit d'une marche R2, c'est pratiquement un reliquat macroscopique. Je parle de cette classification, bien sûr. La technique utilisée, c'est la technique de lecture anatomopathologique Stanford. C'est elle qui est utilisée par tous les anatomopathologistes et qui permet d'adopter ce barème. C'est un barème qui paraît dans les classifications. Toujours, si on revient, je vous ai dit que la classification d'Amico ne vieillit jamais. Pourquoi? Parce qu'elle est utilisée à tort et à travers dans toutes les situations. Le risque de récidive biologique après prostatectomie totale, qu'est-ce qu'il cache? Il cache soit que la tumeur est agressive, elle a un grade supérieur, 4, 5, ou il y a du reliquat après prostatectomie qui est resté en place. Et on note là, cette flèche-là, qui est le risque de marche positif, elle augmente avec le groupe de risque et il va augmenter
du bas risque vers le gros risque. Ça, c'est évident. Et puis, qu'est-ce que ça signifie la marge positive selon D'Amico et d'autres auteurs? Ça veut dire c'est un facteur qui est quand même indépendant. C'est un facteur qui est indépendant en l'absence d'atteinte des visites. On va après avoir tous les pour pouvoir poser l'indication ou non d'une radiothérapie, pour pouvoir répondre à la question que nous avons posée après l'obtention de la pièce, il faut qu'on réunisse tous les paramètres et il faut qu'on voit toute la littérature, qu'est-ce qu'ils ont dit dans ces situations. Je vais revenir aux marges positives et ces trois caractéristiques. Nous avons dit qu'il s'agit de R1, il faut bien préciser l'étendue, il faut préciser le siège et le nom. Pourquoi? Parce qu'une longueur de marge supérieure à 3 mm est un facteur prédictif déterminant la progression. Le siège aussi, l'apex, dans l'apex, il y a 59% de cas et 17% au niveau du col vésical, et normalement, les marges sont très rares en postérolatéral. Pourquoi dans l'apex elle est fréquente? Parce que généralement, au niveau de l'apex, il est pauvre en capsule. Aussi, le nombre, on sait que quand la marge est single et unique, en général, le problème n'est pas, la marge n'est pas trop péjorative. Et bien sûr, les récidives biologiques, ils sont en rapport avec ces marges positives. Et aussi, on les classe aussi selon, selon le siège de la marge. Quand il est au niveau du col, eh bien, la récidive biologique est très importante, 57%. Quand il est en postérolatéral, il est de 48%. Et quand il est au niveau de l'apex, il est de 29%. Non, on est en train de voir, est-ce que la marge, uniquement cette marge que notre anatologique nous a trouvée dans notre prostate, va nous pousser directement vers la radiothérapie adjuvante? On est en train de… On discutait, on ramène les justificatifs pour pouvoir asseoir la décision du RCP définitif. Vous voyez sur cette slide que la marge positive n'est pas classée en tête comme facteur péjoratif. Il y a avant les ganglions, c'est un facteur péjoratif le plus important. Après, il y a l'atteinte des vésicules séminales, le grade supérieur à 4, l'extension extracapsulaire. Et puis, il y a après la marge positive, le volume tumoral. Si nous avons parlé de ces critères qui sont pratiquement histologiques, aussi, il y a aussi d'autres qui sont clinico-radiologiques et pathologiques aussi, comme le stade. Le taux de récidive biologique, quand il s'agit d'une marge positive dans un stade PT2, il n'est que de 22% à 5 ans, alors qu'il est pratiquement le double, il est de 45% quand il s'agit d'un PT3. Pourquoi toute cette discussion après cette marge positive? Parce qu'il ne faut pas louper le temps de réaliser la radiothérapie adjuvante. Pourquoi cette radiothérapie adjuvante? Qu'est-ce qu'il est son apport? Son apport, c'est qu'il améliore la survie sans rechute biologique, il améliore le contrôle local, il améliore la survie sans métastase, il améliore la survie globale. Toutes ces améliorations, on les cherche. On est en train de chercher, on est en train de trouver les justificatifs de la faire ou de ne pas faire. Mais si on l'a fait, il ne faut pas qu'il altère la qualité de vie parce qu'il y a déjà avant une prostatectomie. Si vous ajoutez la radiothérapie adjuvante, vous allez encore pouvoir altérer la qualité de vie. Et puis, là aussi, cette radiothérapie, quand est-ce qu'elle est bénéfique chez les malades opérés et par prostatectomie qui ont une marge positive en général, qui est opéré, soit dans les cas de marge positive comme dans notre situation, soit dans des PTA-R0, soit quand les vésicules séminales sont atteintes, quand le PSA post-opératoire détectable est supérieur à 0,2 nanogrammes par millilitre et quand le score de Gleason est inférieur ou égal à 7. Très bien. Alors, si on revient aux recommandations, chez notre malade, chez notre patient qui a une seule marge positive, qui a un risque intermédiaire, et les vésicules séminales ne sont pas touchées, les ganglions non plus, mais qui a un grade 4 quand même, est-ce que, franchement, on a le droit de le traiter par une radiothérapie adjuvante? Si on voit les recommandations, la surveillance paraît raisonnable pour les tumeurs PT2, comme dans notre situation, à risque faible ou intermédiaire, marge positive unifocale, nous avions une seule localisation. Et puis, cette marge positive est un élément pronostique, certes, mais il est indépendant. Il doit être souvent associé à d'autres facteurs anatomopathologiques plus péjoratifs que nous avons montrés dans la slide précédente qui montrait 5 critères et la marge positive est classée
5e. Et puis, donc, si on est parti à la RCP après la biopsie et la réalisation des bilans d'extension, on doit partir aussi après la prostatectomie radicale, après l'anapate définitif et après la réalisation du premier PSA post-opératoire, c'est-à-dire réalisé à 1 mois. Nous l'avons réalisé à 1 mois, il est de 0,07 nanogrammes par millilitre. Qualitativement, qualité de vie ou résultat fonctionnel, il y a une dysfonction lexique certaine à ce moment, et puis il y a une persistance d'une fuite urinaire minime. Quelles sont les propositions du RCH à la lumière de tout ce que nous venons de présenter ici? C'est une surveillance par PSA tous les 3 mois. Radiothérapie adjuvante, non. Il faut attendre et on peut utiliser une hormonoradiothérapie de rattrapage si la progression biologique apparaît. Est-ce qu'on a des conclusions et recommandations à émettre à travers ce cas? Oui. Lequel ou lesquels? La présence de marche positif est influencée par l'expérience chirurgicale. Parfois, un coup de ciseau pourra vous ramener dans le compte rendu opératoire une marche positive. La présence de marche positive est également influencée par l'expérience de l'équipe anatomopathologique. L'inclusion totale de la pièce est obligatoire. Il y a des difficultés de lecture au niveau de l'apex. C'est pour cela que Epstein préconise une étude longitudinale sur les 5 derniers millimètres pour éviter les fausses marges positives en coupe perpendiculaire par rétraction de l'urètre. Alors, je viens de terminer ma présentation et je vous rends l'antenne, mais sinon, vous m'avez dit de répondre à des questions si on a. Ah ben, il n'y a pas de questions. Merci pour votre attention. À vous la parole. Merci pour votre attention. Donc, j'ai terminé ma présentation. Monsieur Jamaldine? Monsieur Mustafa? Oui, oui. Donc, est-ce que la présentation a été complète? Est-ce qu'il y avait des coupes de… Non? Elle était complète, la présentation? Vous avez pu la suivre complètement? Sim Mustafa? Sim Sharqi? Sim Sharqi? Oui. Est-ce que vous m'avez suivi? Merci, professeur Douane, de cette présentation exhaustive, intéressante, d'une grande qualité scientifique et avec une démarche méthodologique répondant aux recommandations. Et évidemment, donc, c'était très, très intéressant. Est-ce que je vois qu'il y a quand même des questions? Regarde. Non, il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. Non, il n'y a pas de questions. D'accord. Ben, merci, professeur Douane. Oui. Et voilà donc peut-être pour une autre fois. Merci. On va passer maintenant à Madame Mrabti, s'il n'y a pas de questions. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, je remercie à mon tour l'Association marocaine d'urologie pour son invitation. C'est toujours un plaisir de participer à des réunions multidisciplinaires et je remercie également les laboratoires Sun Pharma de nous avoir réunis. Donc, à mon tour de vous présenter un cas clinique. En fait, ça va être un cas clinique qui va illustrer la place de la chimiothérapie dans la prise en charge d'un cancer de prostate métastatique. Alors, j'espère que mon écran est partagé et que vous arrivez à voir la présentation. Donc, il s'agit d'un cancer de prostate métastatique hormononaïf. Alors, je vais commencer mon cas clinique. Il s'agit d'un patient de 50 ans qui a comme antécédent un diabète insulino-dépendant. Et l'histoire clinique était un peu atypique. Ce patient présentait depuis quelques mois avant le diagnostic des douleurs abdominales, une asthénie, de la fièvre.
et il a consulté à plusieurs reprises, mais comme c'était une présentation atypique, donc il n'y a pas eu de recherche systématique d'un cancer de prostate. Puis à partir de février 2019, il a commencé à présenter des douleurs osseuses, costales, de l'épine iliaque et aussi de la fièvre. Une infection urinaire avait été mise en évidence, mais une fièvre intermittente persistait avec une altération de l'état général et un amaigrissement. Dans ce contexte, un bilan radiologique et biologique a été réalisé, donc il a été guéri, mais le patient continuait à avoir de la fièvre intermittente, comme je disais, et le bilan biologique montrait une CRP qui restait tout de même élevée à 23 avec une procalcitonie négative. Au scanner, un processus prostatique localement avancé et avec une atteinte ostéocondensante diffuse sans métastase viscérale. Le PSA était à 242 et la scintigraphie osseuse mettait en évidence des localisations osseuses secondaires diffuses, axiales, extra-axiales. Donc, le patient a pu avoir une biopsie qui a conclu un adénocarcinome de prostate, Gleason 4 plus 5 ou ISUP 5. Donc, au total, il s'agit d'un jeune patient de 50 ans, sans histoire familiale de cancer, qui a un antécédent de diabète insulinodépendant et pour lequel on a fait un diagnostic d'adénocarcinome de prostate métastatique d'emblée au niveau ganglionnaire et osseux. Donc, comme on l'a vu, avec une présentation assez atypique au départ, un syndrome inflammatoire clinique et biologique à la fois. Alors, il s'agit d'un patient jeune de 50 ans, il n'y a pas de cas familiaux. Alors, la première question qui vient à l'esprit, faut-il rechercher une prédisposition héréditaire, notamment une mutation BRCA? Jusqu'à très récemment, c'est une question qui ne se posait pas de façon systématique, mais on a des données actuelles qui montrent qu'il y a des anomalies mutationnelles dans les cancers de prostate qui peuvent prédisposer donc à une hérédité. Alors ici, dans cette slide, je vous montre les données de l'étude Profound. Donc, c'est une étude qui a été présentée cette année au Congrès européen qui a validé les anti-PARP. C'est une classe thérapeutique, l'olaparib notamment, chez les patients qui présentent des anomalies de réparation de l'ADN et en particulier les mutations BRCA2. Donc, cette classe thérapeutique est efficace dans le cancer de prostate résistant à la castration métastatique post-hormonothérapie de deuxième génération. C'était juste pour vous dire que sur plus de 4000 échantillons qui ont été analysés dans l'étude Profound, 28% des patients avaient des anomalies de réparation de l'ADN et l'anomalie la plus fréquente était la mutation BRCA2. Alors, dans l'étude Profound, on recherchait à la fois les anomalies germinales, donc qui se recherchent par un prélèvement sanguin et qui donnent lieu à une prédisposition héréditaire, mais également, il peut y avoir des anomalies somatiques qu'il faut rechercher dans la tumeur. Et par contre, dans cette situation, on ne recherche pas de prédisposition héréditaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces anomalies germinales, elles ne sont pas toujours corrélées à l'histoire familiale du patient. Il y a une concordance que dans moins de 50% des cas et donc on ne mettra pas systématiquement en évidence à l'interrogatoire des cas dans la famille. Ces formes familiales se caractérisent par la survenue de cancer de prostate à un âge jeune avec un tableau clinique agressif et aussi un mauvais pronostic. Et maintenant, donc, on a aussi, c'est un facteur prédictif de réponse aux anti-PARP et aussi aux sels de platine. Alors, quelles sont les recommandations actuelles? Ça, ce sont les recommandations américaines. C'est de rechercher ces anomalies moléculaires, en particulier la mutation BRCA, dans les formes localement avancées et dans les formes métastatiques, bien évidemment, pour faire le dépistage en la famille, mais aussi pour pouvoir proposer un traitement par anti-PARP au stade de résistance à la castration. Alors, c'est un patient, comme je vous disais, qui a un cancer de prostate métastatique hormono-naïf. Donc, on peut y arriver de deux façons, soit après rechute suite à la prise en charge locale d'un cancer de prostate, soit de novo, donc c'est la situation la plus fréquente et c'est la situation de notre patient.
Donc clairement, il y a plusieurs sous-types et qui sont en fait qui font l'objet de stratification dans les études cliniques. Donc comme je vous disais, le patient peut être de novo ou avoir reçu un traitement local. Il peut être de haut ou de bas volume tumoral. Et il peut être fit ou unfit pour les différentes thérapeutiques dont on dispose, que ce soit pour la chimiothérapie ou pour les hormonothérapies de deuxième génération. Donc tout de suite, la question qui se pose, est-ce qu'il s'agit d'un haut volume ou d'un bas volume? C'est une question simple. La notion de volume tumoral a été introduite par l'étude Chartide et un patient de haut volume est défini par l'existence soit de métastases viscérales et ou de plus de 4 méta-osseuses, dont au moins une en dehors du pelvis, en dehors de l'axe et du rachis. Il y a la notion de risque également, qui est ressortie dans les études cliniques avec l'hormonothérapie, notamment avec l'abiraterone dans l'étude Latitude. Et dans la notion de risque, il y a aussi la notion du score de Gleason supérieur ou égal à 8. Donc, il faut au moins 2 critères sur 3 pour parler de haut risque. Donc, globalement, c'est le haut volume et le haut risque définissent une population d'une maladie avec une maladie plus agressive, avec un haut volume tumoral. Donc, notre patient, clairement, c'est un patient de novo, de haut volume, jeune, 50 ans, maladie avec une présentation aussi clinique agressive. Donc, quel traitement allons-nous proposer? Globalement, est-ce qu'on va proposer les analogues LH-RH, bien sûr la castration chimique ou même chirurgicale, on est en situation métastatique, en association soit avec le bicalutamide, donc ça c'est l'ancien blocage androgénique complet, en association à la chimiothérapie, et le standard en situation hormononaïve, c'est le docétaxel, ou alors en association à une hormonothérapie de deuxième génération, que ce soit l'abiraterone ou l'enzalutamide ou la palutamide. Pourquoi donc je parle de ces 3 molécules? Parce qu'on verra, les études ont démontré qu'il y avait un bénéfice avec toutes ces molécules. Ou alors faut-il associer les 3? La castration avec la chimiothérapie à base de docétaxel et une hormonothérapie de deuxième génération. Alors, clairement, pour la castration plus bicalutamide, donc le blocage androgénique complet, on peut l'éliminer d'emblée parce qu'il y avait de très grosses méta-analyses qui ne montraient pas de bénéfice à l'adjonction des anti-androgènes de première génération. Donc, clairement, le bicalutamide n'est utilisé que pour le flare-up. Alors, pour le reste, nous avons plusieurs essais cliniques, que ce soit avec le docétaxel, avec les autres hormonothérapies de deuxième génération. On a aussi des données avec la radiothérapie. Et on a cette étude Stampede qui a testé plusieurs hypothèses. J'en parle parce que c'est l'une des études les plus importantes, qui a recruté jusqu'à 10 000 patients et plusieurs hypothèses ont été testées. L'intérêt du docétaxel, l'intérêt de l'abiraterone, mais aussi l'intérêt de la radiothérapie. Dans toutes ces études, donc il y a une proportion de patients de novo métastatiques, c'est à peu près 70 à 100% des patients, et de haut volume versus bas volume. On va dire que dans la majorité des cas, dans les 2/3 des cas des études, il s'agit d'un haut volume tumoral, et on verra qu'il y a des études qui n'ont inclus que les hauts risques et les hauts volumes tumoraux. Alors, ça, ce sont les données de survie globale. Tout ce que je peux vous dire, c'est que toutes ces associations ont démontré un bénéfice en survie globale. Avec la chimiothérapie, on a à peu près une diminution du risque de décès de l'ordre de 20 à 30%. Avec les hormonothérapies de deuxième génération, il y a une diminution du risque de décès plus de l'ordre de 30%. Alors, comme on se focalise dans cette situation, dans cette présentation sur la chimiothérapie, je vais un peu vous détailler les études. Alors, pour la castration plus docétaxel, il y avait ces 2 premières études, l'étude GETU15 et Chartide. 100% des patients étaient de novo métastatiques. Il y avait un bénéfice en survie sans progression dans les 2 études. Un bénéfice en survie globale dans l'étude Chartide. L'étude GETU15 n'avait pas une puissance suffisante pour démontrer la survie globale. Et l'analyse en sous-groupe avait montré un bénéfice, surtout dans le haut volume tumoral. C'est un bénéfice en survie globale de l'ordre de 17 mois. Cette étude a été actualisée récemment, en 2018, et a confirmé le bénéfice dans le haut volume tumoral. L'étude Stampede a testé la même hypothèse, donc docétaxel versus
Donc, castration seule versus castration plus docétaxel. Et là encore, bénéfice global dans la population globale de l'étude. Et les données les plus récentes au Congrès européen en 2019 démontrent qu'il y a aussi un bénéfice dans le bas volume tumoral. On a le même bénéfice, qu'il s'agisse du haut ou du bas volume tumoral, il n'y a pas de différence. Et donc, tout d'un coup, avec ces données, on enlève le dogme de chimiothérapie dans le haut volume tumoral. Ça marche aussi dans le bas volume tumoral. Peut-être la différence entre l'étude Chartier et Stampede, c'est que dans Stampede, on a beaucoup plus de formes de novo métastatiques considérées comme étant plus agressives que les formes qui rechutent. Donc, les données de ces études sont poolées dans une méta-analyse. Il y a donc une diminution du risque de rechute, donc avec une diminution absolue de 15% et un bénéfice en survie globale en valeur absolue de 10%. Donc, clairement, le docétaxel est un standard thérapeutique en situation métastatique hormononaïve dans le haut volume, mais il apporte également un bénéfice dans le bas volume tumoral. Qu'en est-il des hormonothérapies de deuxième génération? On va en parler pour pouvoir comparer. Faut-il choisir la chimio ou l'hormonothérapie? Avec l'abiraterone, la première étude que vous connaissez tous, c'est l'étude Latitude. Et là, on est entièrement dans une population au risque. Il n'y a pas du tout de bas risque dans cette étude. Tous les patients étaient de haut risque. Et la majorité était aussi de novo métastatiques. Là encore, dans cette situation, il y a un bénéfice en survie globale avec une diminution de 38% du risque de décès. Il y a eu également l'étude Stampede avec la même randomisation, abiraterone plus castration versus castration, qui montre un bénéfice dans les hauts risques et les faibles risques. Donc là, on a l'efficacité du docétaxel dans le haut volume et le bas volume, de l'abiraterone dans le haut risque et le bas risque dans l'analyse en sous-groupe. Qu'en est-il de l'enzalutamide? On sait qu'en phase hormononaïve, le docétaxel et l'abiraterone ont l'AMM. L'enzalutamide a aussi été testé dans l'étude Enzamet. Dans l'étude Enzamet, là aussi, on compare enzalutamide plus castration versus castration. 2/3 des patients sont de haut volume. Il y a aussi des patients de bas volume. Encore une fois, il y a un bénéfice en survie globale, diminution de 33% du risque de décès. Et l'analyse en sous-groupe démontre qu'il y a un bénéfice que les patients soient de haut volume ou de bas volume, et quel que soit le score de Gleason. Dernière étude en ce qui concerne les hormonothérapies deuxième génération, donc l'apalutamide, qui est un cousin de l'enzalutamide, a été randomisée de la même manière, castration versus castration plus apalutamide, dans une population aussi qui ressemble à celle de l'enzalutamide, haut et bas volume, que ce soit de novo ou en rechute. Et là encore, même amplitude de bénéfice, diminution de 33% du risque de décès. Analyse en sous-groupe, donc publiée dans le NEJM en 2019, le bénéfice existe, quel que soit le score de Gleason et quel que soit le volume tumoral. Donc là, ce sont les recommandations. Que peut-on faire en phase hormononaïve métastatique? On peut faire du docétaxel, de l'abiraterone, de la palutamide, de l'enzalutamide, mais aussi de la radiothérapie. On verra que c'est dans le bas volume. Je vais vous montrer plus tard dans une autre slide. Alors, on a les deux qui sont efficaces. Est-ce qu'on peut les associer? Est-ce qu'on peut associer castration plus hormonothérapie de deuxième génération? Ou alors, faut-il choisir castration plus docétaxel? Quelle est la meilleure option? Choisir la chimiothérapie ou l'hormonothérapie de deuxième génération. De façon générale, on reviendra sur notre patient en particulier. Alors, est-ce qu'il y a des données de comparaison? On a des données de comparaison indirectes. Alors, ici, dans l'étude Stampede, entre 2011 et 2013, 500 patients à peu près ont reçu en même temps l'abiraterone et le docétaxel. On les a comparés et on a montré qu'il y a un bénéfice en survie sans événement de l'abiraterone par rapport au docétaxel, mais pas de différence en survie globale.
Donnée intéressante, présentée récemment à l'ASCO-GU en 2020, c'est cette classification moléculaire du cancer de prostate. Nous sommes à l'ère des classifications moléculaires. Cette classification montre qu'il y a 3 sous-types, le basal, le luminal A, le luminal B. Et ce qu'on voit, c'est que le luminal B, donc c'est la courbe, a un moins bon pronostic que le basal et le luminal A. Et cette analyse démontre que le luminal B est de mauvais pronostic et qu'il ne réagit pas bien à la castration seule. Par contre, il démontre une certaine sensibilité au docétaxel. Donc peut-être que dans l'avenir, ce sera également un critère de choix, donc cette différenciation entre le luminal et le basal. Pour l'instant, ce n'est pas encore rentré dans les pratiques, mais ce sont des pistes pour l'avenir pour choisir entre chimiothérapie et hormonothérapie de 2e génération. Alors là, j'ai regroupé toutes les études que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc là, on a les données avec la chimiothérapie. Et là, on a toutes les données avec les hormonothérapies de 2e génération. On a quand même l'impression que l'amplitude du bénéfice avec l'hormonothérapie de 2e génération est un peu plus importante qu'avec la chimiothérapie, bien qu'aussi ce ne soit pas une comparaison directe. Alors maintenant, je vous ai montré l'efficacité des deux. Est-ce qu'on peut associer les 3? On n'a pas beaucoup de données, on a seulement les données de Anzamet où il y a eu une proportion de patients qui ont reçu les 3 en même temps. Et cette étude démontre pour le moment qu'il n'y a pas de bénéfice à l'associer les 3, castration, plus enzalutamide, plus docétaxel. Il s'agit d'un patient de haut volume, de novo, donc si on se réfère à toutes ces études, on peut lui proposer n'importe laquelle des options thérapeutiques, soit une chimio-hormono, soit une hormonothérapie de 2e génération, plus castration, donc une double hormonothérapie. Y a-t-il une indication à la radiothérapie? Pour répondre à cette question, nous avons une seule étude, donc la même étude qui a testé plusieurs hypothèses. C'est l'étude Stampede qui a comparé les patients qui ont eu une castration versus castration plus radiothérapie. Il y avait quand même une faible proportion de patients qui recevaient en même temps celle de la chimiothérapie. Et cette étude démontre un bénéfice uniquement dans le bas volume tumoral. Donc clairement, chez notre patient, il n'y a pas d'indication de radiothérapie. Il s'agit d'un cancer de prostate métastatique de haut volume. Pas d'indication de radiothérapie sur la tumeur prostatique. Et pour l'association des hormones de 2e génération avec la radiothérapie, il faut attendre les données de l'étude PIS-1. Alors, globalement, pour la stratégie thérapeutique, pour le choix entre une castration plus hormono de 2e génération ou une chimiothérapie plus hormonothérapie de 2e génération, le volume de la maladie, on avait beaucoup de données pour dire qu'il y avait plus de bénéfices de la chimiothérapie dans le haut volume, mais là on voit qu'avec même les hormones de 2e génération, toutes les études démontrent qu'il y a un bénéfice aussi dans les hormonothérapies de 2e génération. Par contre, clairement, cette histoire de volume tumoral est importante pour la radiothérapie. Bien sûr que, vu le profil de toxicité de la chimio, aussi il faudra aussi choisir en fonction des comorbidités des patients. Donc clairement, ce qui va rentrer en ligne de compte, ce sont les comorbidités, le profil de toxicité. Donc un patient comme celui que j'ai présenté, qui a un diabète insulinodépendant, il faudra éviter de lui donner une corticothérapie au long cours, donc qui risque d'aggraver son diabète, et donc on donnera plutôt une molécule pour laquelle on peut éviter la corticothérapie en continu. C'est une question d'ailleurs qui se pose maintenant à l'ère du Covid-19 également. Et bien sûr, le souci chez nous aussi, c'est l'accessibilité. Il est clair que le docétaxel est beaucoup plus accessible. Mais clairement, cette histoire de volume tumoral perd de son intérêt avec la démonstration que les hormonothérapies de 2e génération marchent aussi dans le haut volume tumoral. Donc l'option préférée, on va dire, pour la majorité des patients, c'est castration plus hormonothérapie 2e génération. Mais bien sûr, on sait toutes les difficultés d'accès en phase hormononaïve aux hormonothérapies 2e génération. Et donc, le docétaxel est un standard thérapeutique dans cette situation. Bien sûr,
à réserver si on a le choix pour des maladies agressives et de haut volume tumoral, si on a l'accès aux hormonothérapies de deuxième génération. Donc, c'est un patient, ce patient qui avait 50 ans, une maladie agressive, donc révélée par un syndrome inflammatoire. On a choisi de donner une castration par analogue LHRH et docétaxel. Est-ce qu'à votre avis, il faut d'emblée lui donner un traitement par des agents ciblant l'os, l'acide zolédronique ou le denosumab? C'est une question qui est maintenant en phase hormonosensible. On allait donner de l'étude Stampede qui a été poolée avec une autre étude et qui ne montre pas de bénéfice à donner les agents ciblant l'os à la phase hormononaïve. Après, on peut discuter cette option pour éviter le risque ostéoporotique, en particulier chez les patients âgés, donc pour lesquels il faut évaluer le risque ostéoporotique. Mais maintenant, chez ce patient, il n'y a pas d'indication à donner les agents ciblant l'os. Alors, en ce qui concerne l'évolution de ce patient, donc le patient, il a eu une castration par analogue LHRH, donc il a eu plus 6 cycles de docétaxel à la dose standard, 75 mg par mètre carré tous les 21 jours pendant 6 cycles. Il a assez répondu. Sur le plan clinique, comme on fait l'évaluation au 3e cycle, il y avait une nette diminution des douleurs, une disparition de la fièvre, un PSA qui a baissé, et puis au 6e cycle également. Donc, le patient, on a continué avec les analogues LHRH. Il a progressé assez rapidement en octobre 2019, alors qu'il avait terminé en juillet 2019, ce qui témoigne de l'agressivité de la maladie, qui était déjà agressive au départ. Et puis, il y avait, en dehors de la réélévation du PSA, il y avait la réapparition des douleurs. Donc, chez ce patient, on a prescrit de l'abiraterone pendant 3 mois, puisqu'il venait d'avoir de la chimiothérapie, mais il était mauvais répondeur. Réapparition des douleurs, flambée du PSA qui a atteint plus de 400. Et donc, le patient a été mis sous 2e ligne de chimiothérapie cabazitaxel. Donc, en fait, ce cas clinique illustre que pour certains patients, la chimiothérapie est l'arme thérapeutique majeure dans les formes très agressives de haut volume tumoral. Et d'ailleurs, ce patient n'a pas bien répondu aux hormones de 2e génération à la phase de résistance à la castration. Chez ce patient, nous avons également entamé la recherche de la mutation BRCA. Donc, cette clinique agressive, la jeune, même s'il n'y avait pas de cas familiaux, nous pousse à rechercher les mutations, d'autant plus que après le cabazitaxel, on a la possibilité de lui donner donc d'autres traitements, notamment les anti-PARP, s'il y a la possibilité d'avoir accès. Bien sûr, pour le moment, il n'y a pas de remboursement. Ou alors, en l'absence d'accès aux anti-PARP, nous avons une molécule qui n'est pas chère, qui est platine, et qu'on peut donc administrer chez ce type de patient. Et je crois que j'en ai fini avec mon cas clinique. Et je vous redonne la parole à Monsieur Mcharqi. Je ne sais pas s'il y a des questions. Merci beaucoup, Madame Marabté, pour cette présentation très riche, excellente et bien, comment dirais-je, bien riche en articles. Et je pense que, à mon avis, on est en train de chercher. Il y a 2 petites questions. Je vois 2 petites questions. La première, je crois qu'elle est pour professeur Edouane et la deuxième pour moi. Allez-y, allez-y. Oui, c'est alors, je commence par la deuxième question. Oui, c'est à vous, Madame Rapté. Alors, conduite à tenir devant un cancer de prostate résistant à la castration avec des métastases osseuses, étant donné que vous aviez répondu à ma question. Oui, alors on me pose la question par rapport à l'intérêt de l'acide zolédronique en phase de résistance à la castration. Bien sûr, il est clair, c'est un standard thérapeutique de donner un agent ciblant l'os, que ce soit l'acide zolédronique
ou le denosumab en phase de résistance à la castration. Donc, il y a un impact sur la survenue des événements osseux. Les événements osseux qui peuvent être soit une compression médulaire, une fracture, le recours aux opioïdes et le recours à la radiothérapie. Donc, le recours à ces agents ciblant l'os permet de retarder les événements donc, squelettiques que je viens de citer. C'est clair, c'est un standard thérapeutique. Tous les 28 jours, de le donner en phase de résistance à la castration. Il y a une deuxième question pour professeur Douane. Oui, mais avant de passer au professeur Douane, donc vous allez rester avec nous pour une question. Il faut quand même savoir qu'on est en période de pandémie. Et est-ce que la pandémie coronavirus a modifié notre comportement vis-à-vis des patients cancéreux, en sachant que ce sont des patients exposés immunodéprimés, et ça par rapport à est-ce qu'il y a des protections particulières? Ça, c'est une première question. Et puis, est-ce qu'il y a des changements par rapport à des protocoles au niveau d'administration? Alors, c'est une excellente question. Bien sûr, dans le cadre de la pandémie Covid-19, il y a plusieurs recommandations. Ce que je peux vous dire, c'est que quand on tape sur PubMed cancer et Covid-19, on trouve au minimum 200 publications. Il y a des données sur les patients chinois, italiens. Il y a aussi plusieurs recommandations d'experts qui ont émergé, notamment aussi dans les tumeurs génito-urinaires. Et en fait, ce qui ressort, c'est que bien sûr, dans le cadre du cancer de façon générale, il faut essayer au maximum de réduire les consultations de surveillance. Donc, quand les patients sont sous surveillance simple, là, on peut privilégier la téléconsultation. Par contre, pour les patients qui sont en cours de traitement, là, bien sûr, il faut essayer de hiérarchiser les soins et de les adapter en fonction de chaque pathologie et au cas par cas. Pour le cas particulier des tumeurs génito-urinaires, comme on parle là du cancer de la prostate, alors en situation métastatique par exemple, ce qui est recommandé, c'est d'essayer au maximum d'utiliser les hormonothérapies par rapport à la chimiothérapie, parce que bien sûr avec la chimio, il y a une immunodépression. Avec l'hormonothérapie, ce qui peut poser également problème, par exemple avec la biratérone, il faut utiliser la corticothérapie au long cours. Et on a vu toutes les données avec la corticothérapie qui disent qu'ils donc vont donner lieu à des formes plus graves de Covid-19. Et bien sûr, donc, il faut privilégier les molécules avec lesquelles on n'utilise pas la corticothérapie. Alors, dans notre contexte, donc voilà, si on peut utiliser les hormones de deuxième génération, on l'utilise. On utilise les molécules pour lesquelles on n'utilise pas de corticoïdes. Alors pour la chimiothérapie maintenant, si on n'a pas le choix, en phase d'hormononaïve, on peut utiliser la castration seule. En phase de résistance à la castration, si on a déjà donné par exemple les hormonothérapies, pour la chimio, il est recommandé d'utiliser les facteurs de croissance hématopoïétique, donc qui permettent de réduire le risque de neutropénie, donc donner de la chimio avec les facteurs de croissance, essayer de réduire les doses et diminuer de façon importante l'utilisation des corticoïdes. Avec le docétaxel, on utilise beaucoup les corticoïdes et donc ce qui est recommandé maintenant, c'est d'utiliser le docétaxel et d'éviter les corticoïdes de façon continue. Alors, pour les formes localement de risque intermédiaire, au risque, il y a beaucoup de données sur les stratégies d'attente de la radiothérapie parce qu'il faut éviter de faire de la radiothérapie qui va faire venir le patient tous les jours à l'hôpital. Et donc, par exemple, pour les risques intermédiaires, ce qui est recommandé, c'est de commencer en néoadjuvant 3 mois d'hormonothérapie et pour les formes de haut risque, de commencer 6 mois de haut risque, donc de faire des stratégies d'attente avant de démarrer la radiothérapie. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions. Il y a une question. En cette période de Covid, n'est-il pas, je pense que vous avez répondu à cette question, en cette période de Covid, n'est-il pas préférable d'opter pour une hormonothérapie première intention qu'une chimiothérapie? Alors, ce que je disais, donc bien sûr, en cette période de Covid, il est préférable d'utiliser l'hormonothérapie et surtout les hormonothérapies avec lesquelles on ne va pas utiliser de corticothérapie au long cours. Par exemple, avec la biratérone, il faut utiliser une corticothérapie au long cours et on sait qu'il y a beaucoup de données sur les formes graves de Covid et l'utilisation préalable de corticothérapie
au long cours. Pour la chimiothérapie, si on est obligé d'utiliser, il faut savoir qu'il y a des malades qui sont en phase de résistance à la castration, chez lesquels on a épuisé toutes les options thérapeutiques et on sera obligé d'utiliser la chimiothérapie. À ce moment-là, il faudra utiliser la chimiothérapie avec des facteurs de croissance hématopoïétique, donc ce qu'on a les GCSF, et il faudra donc réduire le nombre de cycles, ne pas dépasser par exemple 6 cycles. Et il faudra aussi éviter l'utilisation en continu des corticoïdes. Avec le docétaxel, en temps normal, on donne de la corticothérapie en continu. Là, il faudra éviter de l'utiliser que, bien sûr, le jour de la chimiothérapie voilà, pour éviter le risque allergique. Merci, Madame Rabté. Je pense qu'il n'y a plus de questions pour vous. On va reposer la question qui a été déjà pour le professeur Redouane. Professeur Redouane est avec nous? Oui. Alors, Oui, il y a une question qui a été posée. Donc, voilà. J'ai lu, c'est Mustafa, j'ai lu Oui. la première question. C'est toujours Monsieur Othman Raouf, la première concernant biopsier le lit de prostatectomie pour confirmer le diagnostic de reliquat. Je crois que, franchement, à l'ère de l'amélioration de la technologie, serait aller biopsier trop invasif. Je crois avec l'IRM actuellement. D'ailleurs, déjà suivre avec le PSA puis réaliser l'IRM pourrait orienter vers la récidive locale ou le reliquat cancérologique au niveau du lit. Mais aller biopsier, franchement, je trouve que c'est trop invasif. Et de même dans la littérature, actuellement, personne ne biopsie le lit de prostatectomie pour confirmer la récidive locale. La deuxième question du Raouf aussi, peut-on passer directement à la biopsie si PSA inférieur à 10? D'ailleurs, j'ai mis dans la deuxième slide, dans une diapo, pratiquement discuté entre urologues, faut-il réséquer, faut-il biopsier, faut-il refaire le PSA? Avant, quand le PSA n'était pas vulgarisé, quand le PSA était un inconnu dans une époque, franchement, on se posait toujours cette question, quand il est inférieur à 10, faut-il pas? On hésitait. Mais actuellement, et franchement, un PSA à 9, il est à 9, quelque chose inférieur à 10, ne pas biopsier serait, je ne dirais pas la rigolade, mais déjà un PSA, peut-être un PSA trop bas, entre 2,5 et 4, peut-être faire le PSA libre et calculer le rapport. Si le rapport est trop bas, donc aller faire la biopsie. Mais pour un PSA qui est entre 4 et 10, ça serait vraiment, je ne sais pas, ça serait très difficile de ne pas faire la biopsie, surtout quand le patient a une espérance de vie supérieure à 10 ans et un âge inférieur à 70 ans. J'espère que j'ai bien répondu à la question de Othman Raouf. C'est M. Rqi? Je crois. Je crois que j'ai répondu à mon ami. Oui, je pense qu'il y a plus de. On va vérifier. Il y a plus de questions. Voilà. Donc, merci beaucoup. Alors, voilà. Donc. Voilà. Merci beaucoup, professeur Redouane. Merci beaucoup, Madame Rabté, pour les efforts qui ont été déployés pour la réalisation et la réussite de cette soirée thématique sur le cancer de prostate. On va dire quand même en conclusion que j'espère que ce premier webinaire intitulé et consacré au cancer de prostate, qu'on a pu oublier un moment le stress de confinement pour un moment de cette soirée thématique et que cette pandémie passera avec moins de dégâts possibles pour notre pays. Merci à tout le monde, nos orateurs, les urologues et le laboratoire Saint-Pharma. Avant de nous quitter, n'oubliez pas le réflexe qui sauve pour l'instant dans notre pays pour l'endémie, c'est le masque.
Donc, n'oubliez pas de porter le masque. Vous êtes l'armée des blouses blanches. Protégez-vous le plus possible en exerçant votre devoir. Bonne soirée.